Une déclaration présidentielle vient de secouer les fondations diplomatiques entre Washington et Abuja. Le président américain menace ouvertement de démanteler le Nigeria en 12 nations distinctes. Cette bombe géopolitique pourrait redessiner toute la carte africaine. Laissez un like maintenant et abonnez-vous parce que ce qui se passe est historique. Les implications dépassent tout ce que vous imaginez. Le président américain a franchi un seuil sans précédent dans les relations bilatérales avec l'Afrique. Ces déclarations ont provoqué un séisme diplomatique dont les répliques se font sentir à travers tout le continent. La souveraineté nigériane se trouve soudainement remise en question par une puissance étrangère. L'accusation porte sur des massacres de masse visant spécifiquement les communautés chrétiennes. Cette affirmation explosive repose sur une lecture particulière des violences qui ensanglantent le géant africain. Pourtant, la réalité sur le terrain dessine un tableau bien plus complexe que ne le suggère cette narrative simplifiée. Les autorités nigérianes ont immédiatement rejeté ces accusations avec une vigueur inhabituelle. Le fossé entre perception extérieure et réalité intérieure n'a jamais semblé aussi profond. Cette crise révèle les tensions croissantes autour de l'interprétation des conflits africains. La question centrale demeure: qui détient la vérité sur ce qui se passe réellement au Nigeria? La Maison-Blanche a brandi la menace d'une suspension totale de l'aide américaine aux pays africains. Cette décision unilatérale survient sans consultation préalable avec les partenaires africains traditionnels. Le montant colossal de cette assistance financière représente des millions de dollars investis dans divers secteurs. L'éducation, la santé et le développement infrastructurel dépendent partiellement de ces fonds extérieurs. Une interruption brutale pourrait affecter des millions de citoyens nigérians innocents. Les organisations humanitaires internationales ont exprimé leur profonde inquiétude face à cette perspective. Le chantage économique comme outil de politique étrangère soulève des questions éthiques fondamentales. Les populations vulnérables seraient les premières victimes de cette guerre diplomatique entre gouvernements. Cette approche punitive ignore délibérément les nuances de la situation sécuritaire nigériane. L'effet domino sur les programmes de développement pourrait s'avérer catastrophique pour des générations entières. L'inscription du Nigeria sur la liste des pays préoccupants constitue une escalade symbolique majeure. Cette classification, réservée aux nations accusées de violations graves des libertés religieuses, porte un stigmate international. Le pays se retrouve ainsi placé au même niveau que des États autoritaires reconnus mondialement. Cette désignation ouvre la voie à des sanctions économiques supplémentaires et des restrictions commerciales. Les investisseurs étrangers pourraient reconsidérer leur engagement dans la première économie africaine. Le secteur privé nigérian craint déjà les répercussions sur les flux de capitaux internationaux. Cette étiquette infamante affecte également la réputation diplomatique du pays dans les instances internationales. Les alliances régionales africaines observent avec inquiétude cette marginalisation d'un membre influent. La crédibilité du Nigeria dans les négociations multilatérales pourrait en sortir durablement affaiblie. Cette stratégie de l'humiliation publique marque un tournant dans les relations transatlantiques avec l'Afrique. La menace d'intervention militaire directe représente le volet le plus alarmant de ces déclarations présidentielles. Des instructions auraient été transmises aux forces armées pour préparer diverses options opérationnelles. Le déploiement de troupes au sol figure parmi les scénarios envisagés par les stratèges militaires. Les frappes aériennes ciblées constituent une alternative technique fréquemment évoquée dans les cercles de défense. Cette posture interventionniste rappelle des précédents historiques controversés sur le continent africain. Les souvenirs des opérations militaires étrangères passées hantent encore la mémoire collective nigériane. Le spectre d'une nouvelle ingérence occidentale ravive des blessures coloniales jamais complètement cicatrisées. La communauté internationale s'interroge sur la légalité d'une telle action sous le droit international. L'Union africaine a déjà signalé son opposition ferme à toute intervention extérieure non sollicitée. Cette rhétorique belliciste transforme radicalement la nature du dialogue diplomatique traditionnel entre nations souveraines. Le gouvernement nigérian a mobilisé tous ses canaux diplomatiques pour contester fermement ces accusations. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle particulièrement virulente. Les autorités nient catégoriquement
l'existence d'un quelconque génocide religieux sur leur territoire. Elle souligne que les violences touchent indistinctement musulmans et chrétiens à travers le pays. Cette position reflète la complexité démographique et religieuse de cette nation de plus de 200 millions d'habitants. Les statistiques gouvernementales présentent une répartition des victimes qui contredit la narrative du génocide chrétien. Les attaques terroristes, le banditisme et les conflits fonciers représentent les véritables moteurs de l'insécurité. Cette multiplicité de facteurs rend caduque toute explication monolithique basée uniquement sur l'appartenance religieuse. Les experts locaux dénoncent une instrumentalisation politique des tensions communautaires à des fins géopolitiques. Le fossé entre l'analyse américaine et la compréhension nigériane de la situation n'a jamais été aussi béant. Les parlementaires nigérians ont convoqué des sessions extraordinaires pour discuter de cette crise diplomatique sans précédent. Le Sénat a adopté une résolution condamnant unanimement ce qu'il qualifie d'ignorance manifeste des réalités locales. Les élus accusent l'administration américaine de méconnaître profondément les dynamiques sociales et sécuritaires nigérianes. Cette incompréhension fondamentale risque d'aggraver les divisions internes plutôt que de les apaiser. Les leaders religieux des deux principales confessions ont conjointement appelé au calme et au dialogue. Leur message commun souligne la coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens dans la majorité des régions. Ces voix modérées craignent que la polarisation internationale n'exacerbe les tensions locales existantes. La classe politique redoute également une instrumentalisation de ces déclarations par des groupes extrémistes. L'opposition et le pouvoir se retrouvent exceptionnellement unis face à cette pression extérieure jugée illégitime. Cette rare unanimité nationale témoigne de la gravité perçue de l'affront diplomatique subi par le pays. Les analystes stratégiques africains décryptent cette crise comme révélatrice de tendances géopolitiques plus profondes. L'approche unilatérale illustre une vision américaine de l'Afrique encore empreinte de paternalisme postcolonial. Le refus de reconnaître la complexité des situations locales perpétue des schémas de domination intellectuelle. Cette posture interventionniste s'inscrit dans une longue tradition d'ingérence occidentale sur le continent. Les pays africains aspirent pourtant à une reconnaissance de leur capacité à gérer leurs propres défis sécuritaires. Le Nigeria possède l'armée la plus importante et la mieux équipée de la région ouest africaine. Cette puissance militaire régionale se sent particulièrement humiliée par la suggestion d'une incapacité à protéger ses citoyens. Les institutions de sécurité nigérianes ont engagé des réformes significatives pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Le déni de ces efforts par des acteurs extérieurs alimente un sentiment croissant de frustration nationale. Cette dynamique pourrait paradoxalement renforcer les courants nationalistes et anti-occidentaux au sein de la société nigériane. La dimension médiatique de cette controverse amplifie considérablement son impact sur l'opinion publique mondiale. Les réseaux sociaux diffusent des informations contradictoires qui alimentent confusion et polarisation. Les images de violence circulant en ligne manquent souvent du contexte nécessaire à leur compréhension appropriée. Cette guerre de l'information brouille délibérément les frontières entre faits vérifiables et propagande politique. Les médias internationaux peinent à proposer une couverture nuancée de cette situation multidimensionnelle. La simplification narrative favorise les lectures manichéennes qui occultent les véritables enjeux sécuritaires. Les journalistes sur le terrain rapportent une réalité bien plus ambiguë que les déclarations officielles. Les victimes civiles appartiennent effectivement à toutes les communautés religieuses et ethniques du pays. Cette réalité factuelle contredit frontalement la thèse d'une persécution religieuse systématique et organisée. Le défi journalistique consiste à restituer cette complexité sans tomber dans le relativisme ou le sensationnalisme. Le territoire nigérian s'étend sur près d'1 million de kilomètres carrés, abritant une mosaïque humaine d'une diversité exceptionnelle. Plus de 250 groupes ethniques cohabitent dans cet espace géographique au contraste saisissant. Les frontières héritées de la colonisation ont artificiellement regroupé des populations aux histoires et traditions distinctes. Cette construction étatique artificielle porte en elle les germes de tensions identitaires récurrentes. Le Nord, majoritairement musulman,
contraste culturellement avec le Sud à dominante chrétienne et animiste. Ces différences religieuses se superposent à des clivages ethniques, linguistiques et économiques profondément ancrés. Les ressources naturelles inégalement réparties alimentent des rivalités régionales pour le contrôle politique central. Le delta du Niger concentre les richesses pétrolières, tandis que le nord souffre de sous-développement chronique. Cette géographie de l'inégalité nourrit des ressentiments qui transcendent les seules appartenances confessionnelles. Comprendre cette complexité constitue un préalable indispensable à toute analyse sérieuse des violences actuelles. L'insurrection de Boko Haram représente l'une des manifestations les plus visibles de l'insécurité nigériane. Ce groupe terroriste a émergé dans le nord-est du pays avec un projet idéologique radical. Son opposition violente à l'éducation occidentale s'inscrit dans une contestation plus large de la modernité. Les attaques perpétrées par cette organisation ont causé des dizaines de milliers de morts civiles. Les victimes incluent massivement des musulmans vivant dans les zones contrôlées par les insurgés. Les enlèvements spectaculaires d'écolières ont attiré l'attention médiatique internationale sur cette menace sécuritaire. La réponse militaire gouvernementale a progressivement affaibli la capacité opérationnelle du groupe originel. Cependant, des factions dissidentes continuent de mener des attaques meurtrières contre les populations locales. La stratégie contre-insurrectionnelle déployée par les forces armées nigérianes a obtenu des résultats mitigés. Cette lutte antiterroriste complexe ne peut être réduite à une simple persécution religieuse unilatérale. Le banditisme armé constitue une autre dimension majeure de la crise sécuritaire nigériane contemporaine. Des bandes criminelles opèrent dans plusieurs régions en se livrant à des pillages systématiques. Ces groupes armés enlèvent des civils pour obtenir des rançons substantielles de leurs familles. Les attaques contre les villages ruraux provoquent des déplacements massifs de populations terrorisées. Ces bandits ne font aucune distinction religieuse ou ethnique dans le choix de leurs victimes. Leur motivation principale demeure l'enrichissement personnel par des moyens violents et illégaux. La faiblesse de la présence étatique dans certaines zones périphériques favorise leurs activités criminelles. Les communautés locales se retrouvent prises entre l'enclume des bandits et le marteau d'une réponse sécuritaire parfois brutale. Les tentatives gouvernementales de négociation avec certains groupes ont produit des résultats temporaires et controversés. Cette criminalité endémique empoisonne le climat sécuritaire bien au-delà des considérations religieuses mises en avant internationalement. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs représentent une source ancienne de violence souvent négligée dans les analyses simplistes. La compétition pour l'accès aux terres arables et aux points d'eau génère des affrontements meurtriers récurrents. Les changements climatiques accentuent la pression sur des ressources naturelles déjà insuffisantes pour tous. Les éleveurs, nomades, traditionnellement musulmans, se heurtent aux agriculteurs sédentaires, incluant de nombreux chrétiens. Ces antagonismes économiques préexistants se trouvent désormais teintés d'une coloration religieuse artificielle. Les politiciens locaux instrumentalisent ces tensions pour mobiliser leurs bases électorales respectives. La désertification progressive du Nord pousse les troupeaux vers des terres agricoles plus méridionales. Cette migration forcée des éleveurs crée des frictions avec les populations autochtones jalouses de leur territoire. Les autorités traditionnelles peinent à arbitrer ces différends selon les mécanismes coutumiers devenus inadaptés. Cette dimension agro-pastorale du conflit échappe totalement aux grilles de lecture purement religieuses importées de l'extérieur. La gouvernance défaillante aggrave considérablement toutes ces sources de violences structurelles préexistantes. La corruption endémique mine la légitimité des institutions étatiques auprès des citoyens ordinaires. Les forces de sécurité souffrent d'un sous-équipement chronique malgré des budgets de défense théoriquement conséquents. Le détournement systématique des fonds publics prive les soldats des moyens nécessaires à leur mission. Cette gabegie financière entretient un cercle vicieux de violence et d'impunité généralisée. Le système judiciaire congestionné ne parvient pas à traduire les criminels devant la justice. Cette absence de sanctions encourage la perpétuation des exactions par divers acteurs armés. Les populations civiles perdent confiance dans la capacité de l'État à assurer leur protection élémentaire. Certaines communautés créent des milices d'autodéfense qui deviennent parfois elles-mêmes source d'abus.
Cette fragmentation du monopole légitime de la violence illustre la crise profonde de l'autorité étatale. Attribuer ces dysfonctionnements structurels à une persécution religieuse organisée relève de l'aveuglement analytique. Les médias locaux rapportent quotidiennement des incidents violents, touchant toutes les communautés sans distinction confessionnelle. Les mosquées et les églises ont toutes deux été ciblées par des attaques terroristes meurtrières. Les chrétiens et musulmans figurent parmi les victimes des enlèvements perpétrés par les groupes criminels. Les statistiques compilées par les organisations de la société civile confirment cette répartition transversale des violences. Pourtant, certains groupes de pression internationaux sélectionnent uniquement les incidents impliquant des victimes chrétiennes. Cette focalisation sélective crée une perception déformée de la réalité sécuritaire globale. Les organisations humanitaires travaillant sur le terrain témoignent de la souffrance partagée par toutes les communautés. Les déplacés internes, fuyant les zones de conflit, incluent des proportions significatives de musulmans et chrétiens. Cette solidarité dans la souffrance contraste avec les narratives polarisantes véhiculées à l'étranger. La manipulation des chiffres et la sélection biaisée des faits servent des agendas politiques déconnectés des réalités locales. Les leaders religieux nigérians rejettent unanimement la thèse d'une guerre de religion orchestrée. Les sommets interconfessionnels réguliers témoignent de la volonté de dialogue entre communautés croyantes. Le Conseil interreligieux rassemble des figures éminentes de l'islam et du christianisme nigérian. Ces autorités spirituelles dénoncent conjointement l'instrumentalisation politique des identités religieuses. Leurs déclarations communes insistent sur la coexistence pacifique historique entre les confessions. Dans la majorité des localités nigérianes, musulmans et chrétiens vivent côte à côte sans tension majeure. Les mariages interreligieux, bien que controversés, existent dans plusieurs régions du pays. Les fêtes religieuses sont souvent l'occasion de célébrations partagées entre voisins de confessions différentes. Cette harmonie quotidienne ne fait pas les gros titres contrairement aux épisodes violents isolés. Présenter le Nigeria comme un champ de bataille religieux ignore délibérément cette réalité sociale majoritaire. Les experts académiques spécialisés dans les conflits africains contestent vigoureusement les analyses simplistes imposées de l'extérieur. Leurs recherches documentent la multiplicité des facteurs déclencheurs des violences observées. L'approche pluridisciplinaire mobilisant histoire, sociologie et économie politique révèle des causalités complexes. Les publications scientifiques sérieuses réfutent systématiquement la thèse du génocide religieux organisé. La position du Nigeria sur l'échiquier géopolitique africain explique en partie l'attention internationale qu'il suscite. Ce géant démographique représente un marché potentiel immense pour les puissances économiques mondiales. Ces réserves pétrolières considérables attisent les convoitises des grandes compagnies énergétiques internationales. Le pays joue également un rôle stabilisateur crucial dans la région ouest africaine instable. Son armée intervient régulièrement dans les opérations de maintien de la paix sous mandat régional. Cette influence militaire et diplomatique en fait un acteur incontournable des équilibres continentaux. Les choix stratégiques nigérians affectent directement les intérêts de multiples acteurs extérieurs. La compétition sino-américaine pour l'influence en Afrique trouve dans ce pays un terrain d'affrontement privilégié. Les investissements chinois massifs dans les infrastructures nigérianes inquiètent les capitales occidentales traditionnelles. Cette rivalité des grandes puissances se superpose aux dynamiques internes, créant des interférences complexes. Les groupes religieux conservateurs occidentaux exercent une influence croissante sur la politique étrangère américaine en Afrique. Leur lobbying intensif auprès des décideurs politiques façonne les perceptions des conflits africains. Ces organisations mobilisent leurs réseaux pour dénoncer ce qu'elles présentent comme des persécutions chrétiennes systématiques. Leur rhétorique alarmiste trouve un écho favorable auprès de certaines franges de l'opinion publique occidentale. Les campagnes médiatiques orchestrées amplifient sélectivement certains incidents tout en ignorant d'autres réalités. Cette instrumentalisation des souffrances réelles sert des agendas politiques et religieux spécifiques. Les fonds collectés au nom de la défense des chrétiens persécutés financent parfois des actions controversées. Cette ingérence religieuse, déguisée en préoccupation humanitaire, complique les relations diplomatiques bilatérales.
Les autorités nigérianes dénoncent cette manipulation de la foi à des fins géopolitiques. La religion devient ainsi un outil de soft power dans les stratégies d'influence concurrentes. La compétition pour l'accès aux ressources naturelles nigérianes structure profondément les relations internationales du pays. Le pétrole constitue l'épine dorsale de l'économie nationale, mais aussi source de conflits internes. Les compagnies occidentales historiquement dominantes voient leur position contestée par de nouveaux acteurs asiatiques. Cette diversification des partenaires économiques réduit la dépendance traditionnelle envers les puissances occidentales. Le gouvernement nigérian négocie désormais en position de force relative avec plusieurs prétendants. Cette autonomie croissante déplaît aux acteurs habitués à dicter leurs conditions aux États africains. Les tentatives de pression politique s'inscrivent dans cette volonté de préserver des positions économiques menacées. Le contrôle des routes d'approvisionnement énergétique demeure un enjeu stratégique majeur pour les puissances industrielles. La stabilité du Nigeria affecte directement les cours mondiaux des hydrocarbures et la sécurité énergétique globale. Cette dimension économique explique l'attention disproportionnée portée aux troubles internes du pays. L'Union africaine observe avec inquiétude cette crise comme un test de sa capacité d'action collective. L'organisation continentale défend jalousement le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Les menaces d'intervention militaire unilatérale violent frontalement les principes fondateurs de cette architecture régionale. La solidarité africaine face aux pressions extérieures se trouve mise à l'épreuve par ce précédent. Certains États membres craignent de devenir les prochaines cibles de campagnes similaires. Cette anxiété collective renforce les appels à une réforme de la gouvernance mondiale multilatérale. L'asymétrie de pouvoir entre nations africaines et puissances occidentales demeure criante dans les enceintes internationales. Les tentatives de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU butent sur les résistances des membres permanents. Cette frustration accumulée nourrit un sentiment croissant d'injustice et de marginalisation continentale. Le Nigeria incarne, dans cette crise, les aspirations africaines à une reconnaissance égalitaire sur la scène mondiale. Les diasporas jouent un rôle ambivalent dans la construction des narratives concurrentes sur le conflit nigérian. Les communautés émigrées maintiennent des liens étroits avec leur région d'origine et suivent attentivement l'actualité nationale. Certains groupes diasporiques amplifient les discours alarmistes pour attirer l'attention sur les souffrances de leur communauté. D'autres s'efforcent au contraire de nuancer les représentations simplistes véhiculées par les médias étrangers. Les réseaux sociaux permettent une circulation instantanée d'informations et de contre-informations difficilement vérifiables. Cette cacophonie numérique complique considérablement l'établissement d'une vision factuelle partagée. Les autorités nigérianes accusent certains activistes de la diaspora d'exacerber les tensions à des fins politiques. Ces accusations croisées alimentent une guerre de communication qui obscurcit plus qu'elle n'éclaire. La vérité se perd dans ce brouillard informationnel où chacun sélectionne les faits confortant ses préjugés. Retrouver un terrain d'entente factuel devient un défi herculéen dans ce contexte de polarisation extrême. Les institutions financières internationales suivent avec appréhension l'évolution de cette crise diplomatique. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont des programmes d'ajustement en cours dans le pays. La stabilité politique constitue un prérequis essentiel à la poursuite de ces partenariats de développement. Les notations souveraines du Nigeria pourraient être révisées à la baisse, affectant sa capacité d'emprunt. Les investisseurs privés intègrent désormais un risque géopolitique accru dans leurs calculs de rentabilité. Cette perception négative se traduit par une fuite des capitaux et un ralentissement des investissements directs. Le coût économique de cette crise diplomatique dépasse largement les montants de l'aide bilatérale menacée. Les effets en cascade sur l'économie régionale ouest-africaine commencent à se faire sentir. Les partenaires commerciaux du Nigeria subissent indirectement les conséquences de cette instabilité périphérique. La dimension économique de cette confrontation politique risque de laisser des cicatrices durables. Les stratégies de communication des différents protagonistes révèlent leurs priorités et leurs faiblesses respectives. L'administration américaine privilégie les déclarations spectaculaires, générant un impact médiatique immédiat. Cette approche du fait accompli laisse peu de place à la nuance diplomatique traditionnelle.
Le gouvernement nigérian peine à contrer efficacement cette offensive narrative dans l'espace médiatique international. Les moyens de communication de masse demeurent largement contrôlés par des conglomérats occidentaux. Cette asymétrie de pouvoir médiatique défavorise structurellement les voix africaines dans le débat public global. Les tentatives nigérianes de rectifier les perceptions erronées se perdent dans le bruit informationnel ambiant. La bataille pour l'opinion publique mondiale se joue sur un terrain inégal, favorisant les narratives occidentales. Cette injustice communicationnelle reflète des rapports de force plus profonds dans l'architecture médiatique mondiale. Rééquilibrer ce paysage informationnel constitue un enjeu de long terme pour l'émancipation narrative africaine. Les précédents historiques d'interventions extérieures en Afrique hantent les mémoires collectives nigérianes. Les opérations militaires passées ont rarement produit les résultats escomptés pour les populations locales. La Libye post-intervention illustre tragiquement les conséquences désastreuses d'une action mal préparée. Le chaos sécuritaire actuel dans ce pays contraste avec la stabilité relative de l'ère précédente. Ces leçons douloureuses alimentent le scepticisme nigérian face aux promesses de libération extérieure. La souveraineté chèrement acquise lors des indépendances ne se laissera pas piétiner sans résistance farouche. La complexité du défi nigérian exige des réponses multidimensionnelles, dépassant les solutions simplistes proposées. Aucune intervention extérieure ne pourra résoudre des problèmes structurels enracinés dans l'histoire longue. La gouvernance défaillante nécessite des réformes institutionnelles profondes, pilotées de l'intérieur. Le renforcement des capacités de l'État demeure la priorité absolue pour restaurer la sécurité. Les forces armées ont besoin d'équipements modernes, mais surtout d'une formation adaptée aux conflits asymétriques. La professionnalisation des services de sécurité passe par l'éradication de la corruption endémique. Cette transformation institutionnelle requiert une volonté politique soutenue et des ressources financières conséquentes. L'accompagnement international peut apporter une valeur ajoutée s'il respecte les priorités définies localement. Le transfert de technologie et d'expertise constitue une forme d'aide plus durable que l'assistance financière directe. Cette approche collaborative contraste avec l'imposition unilatérale de solutions préconçues depuis l'extérieur. Le dialogue interconfessionnel doit être intensifié et institutionnalisé à tous les niveaux de la société. Les initiatives locales de réconciliation méritent d'être soutenues et amplifiées par les autorités. Les programmes éducatifs doivent intégrer davantage l'histoire commune et les valeurs partagées des différentes communautés. La jeunesse constitue une cible prioritaire pour ces efforts de construction d'une citoyenneté inclusive. Les médias portent une responsabilité cruciale dans la promotion d'un discours apaisé et équilibré. Les journalistes doivent être formés à couvrir les conflits sans exacerber les tensions communautaires. Le cadre légal doit sanctionner fermement les discours de haine alimentant la violence intercommunautaire. Les leaders d'opinion ont le devoir moral d'user de leur influence pour promouvoir la tolérance. Cette transformation culturelle profonde prendra des années, mais demeure indispensable à la paix durable. Les changements de mentalité ne se décrètent pas, mais s'accompagnent patiemment par l'éducation et l'exemplarité. La justice transitionnelle représente un passage obligé pour tourner la page des violences passées. Les victimes de tous horizons méritent reconnaissance, vérité et réparations équitables. Les mécanismes de responsabilisation doivent viser tous les auteurs de violations sans distinction de camp. L'impunité généralisée actuelle nourrit les cycles de vengeance et perpétue l'insécurité. Des commissions indépendantes d'enquête pourraient documenter exhaustivement les crimes commis par tous les acteurs. La justice pénale doit fonctionner de manière impartiale pour restaurer la confiance dans les institutions. Les approches de justice restauratrice inspirées des traditions africaines peuvent compléter les mécanismes formels. La réconciliation authentique exige que les bourreaux reconnaissent leurs actes et que les victimes puissent pardonner. Ce processus douloureux mais nécessaire ne peut être court-circuité par des amnisties politiques expédientes. La société nigériane doit collectivement affronter son passé traumatique pour construire un avenir commun apaisé. Le développement économique équitable constitue le meilleur remède contre l'instabilité sécuritaire chronique.
La réduction des inégalités régionales diminuerait considérablement les ressentiments alimentant les conflits. Les investissements dans les infrastructures du Nord négligées créeraient des opportunités alternatives à la violence. L'agriculture et l'élevage modernisés pourraient pacifier les relations entre communautés en compétition pour les ressources. La diversification économique libérerait le pays de sa dépendance excessive aux hydrocarbures. Le développement du secteur manufacturier générerait des emplois pour une jeunesse désœuvrée et vulnérable au recrutement extrémiste. L'économie numérique offre des perspectives prometteuses pour un pays doté d'une population jeune et entreprenante. Les politiques publiques doivent privilégier l'inclusion économique des régions marginalisées. Cette redistribution des fruits de la croissance nécessite une refonte fiscale combattant l'évasion massive des élites. La prospérité partagée créerait les conditions matérielles d'une coexistence pacifique durable entre toutes les composantes nationales. La coopération régionale ouest-africaine doit être renforcée face aux défis sécuritaires transfrontaliers. Les groupes terroristes et criminels exploitent la porosité des frontières et les faiblesses de coordination. Les mécanismes d'échange d'informations entre services de renseignement nécessitent une amélioration substantielle. Les opérations militaires conjointes peuvent être plus efficaces que les actions nationales isolées. La force multinationale mixte combattant Boko Haram illustre le potentiel de ces collaborations régionales. Les initiatives de développement transfrontaliers pacifieraient les zones périphériques délaissées par les capitales. L'harmonisation des politiques migratoires faciliterait la gestion des déplacements de population. Les organisations sous-régionales disposent d'une légitimité que n'ont pas les interventions extérieures unilatérales. Le renforcement de ces structures africaines constitue une alternative crédible à l'ingérence occidentale. Cette approche endogène de résolution des conflits respecte la souveraineté tout en mutualisant les capacités limitées. Le rôle de la diaspora doit être réorienté vers une contribution constructive au développement national. Les compétences et capitaux des Nigérians établis à l'étranger représentent un potentiel insuffisamment exploité. Les transferts de fonds constituent déjà une source importante de devises, mais pourraient être mieux canalisés. Des mécanismes incitatifs favoriseraient l'investissement productif plutôt que la seule consommation. Le retour temporaire ou définitif de talents qualifiés enrichirait le capital humain national. Les réseaux diasporiques peuvent servir de pont facilitant les partenariats internationaux bénéfiques. La double appartenance culturelle de ces communautés les positionne idéalement comme médiateurs interculturels. Leur connaissance intime des réalités locales et internationales constitue un atout stratégique sous-utilisé. L'État doit développer une politique diasporique cohérente, reconnaissant cette ressource précieuse. Cette mobilisation des Nigérians du monde entier démultiplierait les capacités nationales de développement. L'éducation représente l'investissement le plus rentable pour l'avenir du Nigeria et de toute l'Afrique. Un système éducatif de qualité accessible à tous formerait les citoyens éclairés nécessaires à la démocratie. L'alphabétisation universelle réduirait la vulnérabilité aux manipulations idéologiques extrémistes. L'enseignement des sciences et technologies préparerait la jeunesse aux défis du XXIe siècle. Les programmes scolaires doivent valoriser l'histoire africaine et la fierté identitaire sans verser dans le chauvinisme. L'éducation civique renforcerait l'attachement aux valeurs démocratiques et aux droits humains universels. Les infrastructures scolaires délabrées nécessitent une reconstruction urgente, particulièrement dans les zones défavorisées. Les enseignants sous-payés et démotivés méritent une revalorisation de leur statut social et matériel. L'éducation des filles doit être encouragée pour briser le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. Cette révolution éducative transformerait radicalement le pays en l'espace d'une génération. La liberté de presse et l'espace démocratique doivent être protégés et élargis malgré les tentations autoritaires. Les journalistes jouent un rôle crucial de chien de garde, dénonçant les abus de pouvoir. La société civile dynamique représente un contre-pouvoir indispensable face aux dérives gouvernementales. Les manifestations pacifiques constituent un droit fondamental devant être respecté par les forces de l'ordre. Le pluralisme politique garantit l'alternance démocratique et la responsabilisation des dirigeants.
Les institutions indépendantes comme la justice et les organes de contrôle nécessitent une protection contre les ingérences. La corruption politique mine la légitimité de l'État et doit être combattue avec détermination. Les lanceurs d'alerte méritent protection légale plutôt que persécution pour avoir révélé des malversations. Cette consolidation démocratique progressive créerait les conditions d'une gouvernance responsable et transparente. Un Nigeria démocratique et prospère rayonnerait positivement sur tout le continent africain. Vos commentaires sur cette crise sont essentiels, alors partagez votre analyse maintenant. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail d'investigation. Mais attendez, cette menace de division cache quelque chose de plus profond que personne n'ose dire publiquement. La véritable raison derrière cette stratégie pourrait changer votre perception entière de la géopolitique africaine. Restez connectés.